Bonsoir, dans ce nouveau numéro du 7-8 Société, nous allons parler d'une structure unique en son genre en France, installée au sein du commissariat de Trappes. C'est un pôle psychosocial. Alors pour détailler les actions de ce pôle, 4 intervenants en plateau. D'abord Jean-Louis Chapuis, bonsoir. Vous êtes commissaire divisionnaire, vous êtes adjoint à la direction départementale de la sécurité publique. Le pôle psychosocial a été mis en place il y a 5 ans autour de 3 personnes qui sont autour de cette table. Serge Aranguren, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Délégué de la cohésion police-population. Gaëlle Morel, bonsoir, vous êtes psychologue. Et Zouina Mokhtari, bonsoir, vous êtes intervenante sociale. Alors première question peut-être à Jean-Louis Chapuis, tout simplement, pourquoi avoir créé ce pôle il y a 5 ans? Est-ce que ça répondait à une demande à la fois de la population, peut-être des fonctionnaires de police? Oui, alors ce pôle a été créé effectivement il y a 5 ans, mais il est le résultat d'un process qui a été plus long, puisque dès les années 99, des médiateurs sociaux étaient venus travailler au commissariat parce qu'on se rendait compte que la réponse pénale que nous, commissariat, nous pouvions apporter, qui est la réponse type, j'allais dire, d'un policier, eh bien, était insuffisante pour essayer d'appréhender la totalité du problème, pour apporter une réponse complète aux difficultés des gens. Quand vous dites insuffisante, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'en fait, les situations de détresse que nous connaissons et de violence qui nous parviennent, et qui parviennent d'ailleurs par plusieurs canaux, soit par le canal de la plainte, soit par le canal des patrouilles la nuit, qui rencontrent effectivement des familles qui se disputent violemment, eh bien, toutes ces remontées d'informations, il fallait les traiter. On pouvait les traiter, bien entendu, sur le plan pénal, mais encore fallait-il appréhender le problème d'une manière plus large et voir s'il était possible, sur le plan social, d'apporter d'autres réponses, ou en tout cas en complément à la réponse pénale qui est finalement déjà la nôtre en tant que policier. Et pourquoi à Trappes? Ça a été le hasard ou c'est parce que vous avez rencontré des gens qui étaient disposés à lancer ça? C'est aussi un problème de financement, bien entendu. Il a fallu financer ce pôle psychosocial qui existe depuis 5 ans. Mais effectivement, le financement est pluriel, un financement de l'État. Il y a le concours aussi des collectivités locales. Et tout ça s'est monté à Trappes, effectivement. Ça a été le lieu de cette première construction. Et vous le disiez tout à l'heure, il s'agit effectivement de quelque chose d'unique en France actuellement, ou presque unique en France. En tout cas, la conjonction de la présence d'un travailleur social, d'une psychologue et d'un référent police-population. Alors ça, Aranguren, justement, c'est vous le référent police-population. Comment s'est fait la rencontre entre vous trois, entre une psychologue, une intervenante sociale et vous? Eh bien, cette rencontre s'est faite naturellement. 3 fonctionnaires travaillant les uns à côté des autres dans des domaines de compétences très, très différents. Et un regard, en fait, qui, un jour a mis en évidence le fait que on pourrait mieux travailler ensemble si nos regards étaient croisés sur chacune des situations plutôt que de recevoir les personnes en des temps différents. Donc ce regard croisé a permis d'aller davantage vers la cellule familiale en particulier, puisque notre travail principal est l'accompagnement des victimes. Je crois que 70% des dossiers que vous traitez sont des dossiers justement de violence conjugale et violence intrafamiliale, effectivement. Et en dehors de la procédure pénale, il est nécessaire d'avoir un regard sur la cellule familiale pour pouvoir peut-être mieux mesurer les raisons pour lesquelles l'auteur est passé à l'acte, par exemple, et puis de pouvoir mieux accompagner les victimes, parce qu'on oublie très souvent qu'il y a des victimes collatérales telles que des enfants, et souvent une histoire très difficile au sein de ces familles qui nécessite un accompagnement et une orientation vers d'autres partenaires. Donc concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que la personne dépose plainte? Pas forcément. Il suffit qu'il y ait une main courante qui ait été faite pour que vous interveniez. Oui, effectivement, il y a le canal du dépôt de plainte, qui est le canal le plus classique. Néanmoins, certaines personnes dans ce milieu, des personnes qui sont en souffrance, dans le cadre intrafamilial, ne souhaitent pas déposer plainte parce qu'elles ont peur des conséquences que ça peut avoir sur l'évolution de leur famille. Et c'est la raison pour laquelle elles préfèrent faire des mentions de main courante. Ça n'est pas les encouragements qu'on leur donne. On préfère qu'il y ait un dépôt de plainte parce que les choses seront plus circonstanciées. La mention de main courante étant un pis-aller, et d'ailleurs la police se réserve le droit, et le parquet d'ailleurs lui aussi se réserve le droit de faire prospérer la mention de main courante en une action véritablement judiciaire. Mais c'est-à-dire qu'il y a des dépôts de plainte de main courante. À partir de là, vous proposez, les fonctionnaires de police proposent d'avoir accès à ce pôle psychosocial? Alors, à partir, effectivement, la personne qui est chargée de l'accueil au commissariat
suggère effectivement ou demande à la personne si elle souhaite parler à quelqu'un du pôle psychosocial. La question est systématiquement posée et bien souvent la réponse, et là est je oui. parle sous le contrôle, la réponse est oui. Oui, je vois Zouina Mokhtari qui dit oui. Oui, c'est systématique. À chaque dépôt de plainte ou de main courante, on demande si on veut rencontrer le pôle psychosocial. Alors comment se passe à partir de là la prise en charge de la personne? On prend attache avec les usagers, on prend rendez-vous avec eux et on les reçoit dans nos bureaux. Donc soit Madame Morel, soit moi-même ou Monsieur Aranguren. Et quelle réponse vous pouvez apporter? Alors c'est une écoute ou il y a vraiment une action derrière? Alors après, moi, pour ce qui est effectivement de mon domaine de compétences, l'idée, c'est vraiment d'offrir un espace de parole aux personnes à l'intérieur du commissariat, un petit peu un temps de pause aussi par rapport à tout ce qui peut se passer autour. S'il y a une procédure, un dépôt de plainte, ça veut dire éventuellement interpeller l'auteur, la mise en garde à vue. Pour la victime, aller à la rencontre de l'UMG aussi, parce qu'il y a l'unité médico-judiciaire ou EML, où elle va rencontrer un médecin. Donc il va aussi lui poser des questions, procéder à des examens. Et c'est vrai que lorsque la personne est un peu prise dans cette procédure, ça peut être extrêmement déstabilisant, voire voire très intimidant. Et moi, je suis là pour proposer aussi un peu un temps de pause, de réflexion, d'apaisement. Pour la personne, et puis lui permettre de réfléchir à sa démarche et aussi envisager la suite, l'après-procédure ou l'après-main courante ou l'après-police tout court. Et c'est également mon travail que d'orienter les personnes, s'il y a des problématiques d'ordre social, qui se posent, de les orienter vers ma collègue, donc Madame Mokhtari, pour essayer d'avoir une approche la plus pluridisciplinaire et la plus complète possible des personnes que nous pouvons recevoir. Alors, vous m'avez dit, à chaque fois qu'on propose aux personnes d'avoir accès à ce pôle psychosocial, en fait, elles disent oui. Donc, ça veut dire que ça répond à une vraie demande. Est-ce que ça veut dire aussi que, du coup, vous pensez que sans ce pôle, les victimes, par exemple, n'auraient pas osé franchir la porte du commissariat, aller voir ce qu'on appelle l'institutionnel, qui, des fois, peut faire peur parce qu'on le connaît mal? Alors, après, je pense que les gens, à partir du moment où ils franchissent la porte du commissariat, il y a deux possibilités. Soit ils ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire. Donc, je veux déposer une plainte, je veux déposer une main courante. Parfois, on a aussi des cas de figure où les personnes arrivent mais ne savent pas exactement soit ce que la loi prévoit pour les infractions qui les concernent, soit elles sont dans l'hésitation parce que la différence entre une plainte et une main courante, par exemple, qu'est-ce que c'est? Donc nous, on peut être là aussi, pas seulement pour être dans l'écoute, mais aussi pour informer, pour guider les personnes, pas non plus en leur imposant des décisions qui ne leur appartiennent pas, mais surtout pour leur donner toutes les clés et tous les éléments qui vont leur permettre après de prendre leurs décisions en connaissance de cause. Mais ça, c'est pas le rôle d'un fonctionnaire de police, quand vous êtes reçu au commissariat, d'expliquer justement la différence entre main courante, dépôt de plainte? Oui, effectivement. Vous allez peut-être me dire qu'ils n'ont peut-être pas le temps, les fonctionnaires de police. Oui, mais les fonctionnaires de police n'ont pas forcément non plus la connaissance de tout le tissu social qui peut exister dans la ville et auprès desquels, effectivement, les personnes peuvent être utilement adressées. Il y a un tissu social important et d'ailleurs le rôle du référent police-population, du délégué police-population pour employer le terme exact, le rôle du délégué de police-population, c'est de faire un peu l'interface entre ce réseau associatif qui existe dans la ville et les services de police, se répartir un petit peu les rôles. Alors dans le réseau associatif, il y a aussi la Maison de la Justice et du Droit, il y a le Centre communal d'action sociale et le policier qui s'occupe du droit pénal ne connaît pas forcément et n'a pas forcément des relations dans tout ce milieu associatif. Alors, vous l'avez dit, 70% des cas sont les violences intrafamiliales, intraconjugales qui sont concernées. Il y a aussi quel autre type de demande? Toutes les demandes du public. Le public, c'est-à-dire que le public vient spontanément au commissariat, donc certaines parce qu'elles ont été victimes d'infractions pénales, mais d'autres tout simplement parce qu'elles ont des questions à poser pour obtenir d'abord un lieu d'écoute, mais aussi une orientation. Et nous avons des questions de tout ordre, c'est-à-dire qui dépassent nos compétences ou qui ne sont pas du tout inscrites dans nos compétences.
Comme mais par exemple auquel cas, comme par exemple un problème de logement, par exemple. Ah oui, vous avez des gens qui ont des problèmes de logement qui peuvent venir... Voilà, tout à fait. Donc, d'accord. ils viennent se présenter au commissariat en disant « j'ai un problème de effectivement, logement ». Ça n'a rien à voir avec c'est la trop police. petit, Là. c'est insalubre. Mais ces personnes-là ne savent pas toujours vers quel institutionnel se tourner, ne savent pas précisément qui gère cette compétence. Et notre travail, c'est justement de mettre cette courroie en place pour leur dire quel partenaire ils doivent contacter et comment les contacter. Ce que je voulais dire également, c'est dans cette démarche de proposition de mise en relation systématique, c'est une démarche proactive de la part du commissariat de police. C'est-à-dire que nous n'attendons pas que les gens viennent nous rencontrer, nous allons au-devant de ces personnes, puisque cette proposition de mise en relation systématique est faite à tout le monde, même dans le cadre des appels 17, de nuit, de jour. Et c'est nous qui reprenons contact avec les victimes sur un thème qui a été défini par la victime, et c'est nous qui reprenons contact avec cette victime-là. Cette victime peut venir au commissariat pour nous rencontrer dans le cadre d'un rendez-vous, mais nous pouvons aussi la rencontrer à l'extérieur du commissariat. C'est-à-dire que si la personne est gênée de venir dans un commissariat pour rencontrer une intervenante sociale, une psychologue ou un délégué cohésion police-population, on peut la rencontrer ailleurs. On les rencontre parfois au territoire d'action sociale de la ville nouvelle, on les rencontre parfois en mairie, on les rencontre parfois sur des centres sociaux. Il n'y a pas de lieu spécifique à cette rencontre s'il y a une demande particulière de la personne. Et puis en même temps, on a mis en place une nocturne pour pouvoir rencontrer ces personnes-là en dehors de leur temps de travail, éviter qu'ils ne perdent un après-midi ou une matinée de travail. Donc on met en place des nocturnes. Pour ça arrive fréquemment, ce type de situation? Cette nocturne, elle a lieu une fois par mois. Et on reçoit les personnes entre 18 et 22 heures. Mais le fait que les gens demandent, par exemple, d'être reçus plutôt en extérieur qu'à l'intérieur du commissariat, ça arrive assez régulièrement. Et ils se sentent plus rassurés, ou enfin effectivement ils s'exposent moins d'après eux. Oui, oui. Alors ils se sentent plus rassurés. Nous, comme ça, on peut leur expliquer les procédures qui peuvent être entamées suite à donc un dépôt de plainte ou une main courante. On leur explique aussi la différence entre les deux, et du coup après ça peut les amener donc à se rediriger vers le commissariat pour justement entamer une procédure. Est-ce que ça arrive justement oui. De fait, par exemple, une femme victime de violence qui n'ose pas déposer plainte et qui finalement va aller jusqu'au dépôt de plainte après? Oui, ça arrive. En fait, on entre dans le cheminement de cette personne pour aller vers le dépôt de plainte. Il y a une situation, il y a une écoute, un diagnostic qui est posé sur la situation, et petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, cette personne, à un moment donné, va aller vers le dépôt de plainte. Et vous les suivez pendant combien de temps, ces personnes? Il y a un délai à respecter, ou vous les suivez tant que la situation est... Non, en fait, je dirais que le véritable indicateur par rapport au suivi, c'est quand on sent que la personne est réellement prête à accepter une orientation qu'on va leur faire, parce que le commissariat, ça doit rester un lieu pour ces personnes, un lieu de passage dans lequel ils ne vont pas rester, et on va les orienter vers les partenaires extérieurs. Mais pour que cette orientation ait du sens, il faut que les personnes soient prêtes à aller vers un autre professionnel. Donc il y a un travail qui est fait aussi par rapport à cette orientation. Donc je dirais qu'il n'y a pas de règles extrêmement définies, mais en tout cas, l'idée, c'est que le commissariat, ça doit rester un lieu de transition. De transition. Mais est-ce que ça permet aussi, par exemple, aux fonctionnaires de police de mieux comprendre et connaître leur population? Oui, parce absolument. que souvent, ils interviennent sur des faits qui sont très marquants, très forts. Après, ils vont sur d'autres interventions. Là, on comprend que le rôle de ces trois personnes permet d'exposer un peu plus les situations, peut-être de mieux comprendre aussi. Oui, moi je crois que ça permet surtout effectivement de mieux comprendre la psychologie des gens qui à la fois sont les victimes et à la fois les auteurs. Ça permet d'aller plus au fond des choses, ça permet des échanges assurément entre des gens qui ont une origine qui est l'origine des travailleurs sociaux et puis les gens qui ont effectivement une culture, on abuse beaucoup de ce mot-là, mais enfin une culture policière stricto sensu. Je voulais également évoquer le fait que ça nous permet aussi de résoudre les phénomènes de l'urgence. Madame Mokhtari me disait il n'y a pas longtemps, et je trouve que l'image était bonne, une femme qui a pu être violentée dans son couple, peut venir au commissariat et ressortir sans qu'elle y ait pensé à l'avance, avec un logement mis à sa disposition pour ne pas retourner immédiatement chez elle. Alors effectivement, on n'a pas évoqué cet aspect de l'urgence.
Je pense qu'il faut dire que la présence de Mme Mokhtari en particulier. C'est important parce qu'une femme qui vient au commissariat, elle n'a pas évidemment pas forcément, ou en tout cas elle a peur peut-être de retourner chez elle pour avoir des conséquences. Voilà. Et puis ça peut être un frein aussi à son dépôt de plainte. Le fait qu'elle ne sache pas où aller ou si elle va être mise à l'abri, ça peut la freiner dans son dépôt de plainte. Donc du coup, elle ne va peut-être pas oser parce qu'elle va se retrouver dehors avec ses enfants. Donc elle va hésiter. Mais là, le fait qu'on puisse la mettre à l'abri, elle va aller jusqu'au bout. Et depuis 5 ans, vous êtes connue, je présume. Vous êtes bien connue maintenant. Oui. Il y a à peu près 1200 dossiers, je crois, traités sur l'année. C'est beaucoup, hein. Je travaille toujours et au quotidien pour nourrir ces liens avec les partenaires extérieurs, nourrir ce dialogue et faire en sorte d'être visible autant pour la population que pour les partenaires avec qui on travaille sur le territoire. Alors, on a parlé des victimes, mais vous vous intéressez aussi aux auteurs d'infractions pénales. Et vous m'aviez cité en préparant cet entretien l'exemple d'un travail qui est fait aussi avec les établissements scolaires en cas de violence ou de dégradation au sein d'un établissement scolaire. Alors comment vous intervenez dans ce cadre-là, par exemple? Nous ne travaillons pas avec l'ensemble des établissements scolaires, mais avec certains des établissements scolaires. Je rappelle que vous êtes sur la ville de Trappes. Hein. Oui, sur la ville de Trappes. Maintenant, notre service va s'ouvrir sur la ville nouvelle. Nous travaillons avec certains chefs d'établissement scolaires et avec eux, nous mettons en place en fait un protocole qui est relativement simple, qui est pour les enfants qui commettent des infractions pénales. Parlons de violences, qui commettent par exemple des violences en milieu scolaire et pour lesquelles il n'y a pas de dépôt de plainte, dont le procureur de la République ne sera pas informé. Il n'y a pas de dépôt de plainte parce que les parents ne souhaitent pas déposer plainte. L'établissement scolaire traite en interne, bien évidemment, le phénomène de violence par l'intermédiaire de leurs réponses spécifiques. Et en même temps, nous faisons un accompagnement de cet adolescent et de leurs parents en les rencontrant soit dans l'établissement scolaire, soit en dehors de l'établissement scolaire, donc au commissariat, en mettant en place ce qu'on appelle un rappel à l'ordre, c'est-à-dire qu'on remet en perspective le cadre pénal pour cet enfant, on lui explique, pour cet adolescent, ce sont principalement des adolescents, on lui explique précisément ce que sont les éléments constitutifs de l'infraction qu'il a commis et on essaye de travailler avec les parents pour que ces parents puissent relayer notre discours, accompagner cet adolescent pour éviter qu'il ne vienne à réitérer l'infraction pénale. On ne travaille pas seul, on travaille également avec des partenaires. Ces partenaires sont, par exemple, la Maison des adolescents de Trappes, où il peut y avoir une guidance à la parentalité ou un soutien à la parentalité, où on peut mettre en place également de la médiation familiale, où il y a également une psychologue spécialisée qui est là pour écouter et éventuellement orienter ou soutenir les parents. Et ce travail permet, en tout cas pour les primo-délinquants, les plus jeunes, permet d'avoir un résultat tout de même très très tangible. C'est-à-dire que on nous dit, c'est le retour qu'on nous fait, certains établissements scolaires sont apaisés parce qu'il n'y a plus ces passages à l'acte répétés de certains de ces adolescents. Nous souhaiterions pouvoir travailler encore davantage avec les établissements scolaires. C'est notre souhait. C'est basé plutôt sur le volontariat des établissements scolaires. C'est basé sur le volontariat du chef de l'établissement scolaire. Et ça, comment vous le ressentez aussi sur le terrain, ces effets positifs sur ces jeunes? Quand vous les recevez, ils sont un peu tous sur deux, je présume. Alors après, c'est vrai que moi, une grande partie de mon travail, du moins sur cette partie-là des missions, c'est aussi de dialoguer avec les parents, puisqu'on est véritablement dans une approche de la famille et pas de l'adolescent ou de l'enfant de façon isolée. Et ça va être d'explorer un petit peu la dynamique familiale, de voir comment ça se passe à la maison pour l'enfant ou l'ado, d'essayer de voir avec les parents s'il y a d'éventuelles difficultés en dehors de ce que l'enfant peut manifester dans l'établissement scolaire. Et je pense que le fait de recevoir les parents et l'enfant, ça amène un apaisement global qui, du coup, est bénéfique des deux côtés, parce que agir uniquement sur l'enfant et ne pas finalement laisser aussi un espace de parole aux parents, c'est le risque que l'enfant soit dans une réitération des faits de violence dans l'établissement scolaire ou à l'extérieur. Vous avez l'air d'être d'accord? Oui, je suis d'accord, parce qu'on a eu des retours où on a vu qu'il y avait un problème avec les parents sur l'autorité et tout ça, et le fait d'avoir... Donc c'était à la maison des parents, d'avoir orienté par exemple les personnes à la maison des parents avec les enfants, de pouvoir mettre des choses en place, les relations entre les parents et les enfants se passaient mieux,
Et même les enfants se sentaient mieux et du coup, voilà, il y a moins d'effets de violence, on va dire. On a l'impression que ça tient quand même pas grand-chose. Ça tient juste Oui. à quoi? À une écoute, Oui. juste à un échange de paroles. C'est de l'écoute, c'est du bon sens aussi, hein, je pense, de notre côté, d'essayer de faire en sorte de mettre en application des concepts qui peuvent fonctionner. C'est aussi l'expérience sur le terrain. Petit à petit, on essaye aussi de construire les choses et surtout d'être à l'écoute autant de la population que de ce que peuvent dire les partenaires autour de nous. Les violences intrafamiliales, ça recouvre beaucoup de choses. On pense évidemment aux violences qui peuvent être exercées de l'époux sur l'épouse. C'est à cela qu'on pense essentiellement, mais en réalité, ça n'est que 30% des violences intrafamiliales. Le reste, c'est effectivement des disputes et des violences entre frères et sœurs. Ça peut être sur ascendant également, donc c'est très varié. C'est vrai que le domaine est assez vaste. Je continue avec vous à parler des faits que vous receviez les auteurs d'infractions au pénal. Vous m'avez aussi parlé, par exemple, d'un jeune qui se trouve en possession de cannabis. Là aussi, il y a des actions qui peuvent être mises en place. Là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on revient toujours sur, finalement, un travail d'explication, de compréhension. Lorsque un jeune consomme du cannabis et qu'il est interpellé sur la voie publique, il va faire l'objet de ce qu'on appelle donc une mise en garde à usager de cannabis. Et il va faire l'objet, dans le même temps, d'un rappel à la loi. Les deux choses sont à peu près les mêmes, sauf que dans la mise en garde à usager de cannabis, il y a en plus rappeler le danger du produit et dire bien évidemment que le produit est illégal. Dans le cadre de ces procédures-là, ce jeune est entendu par procès verbal. Et en fin de procédure, lorsqu'il est mineur, en fin de procédure, le civilement responsable, donc les parents, doivent prendre connaissance des déclarations de l'enfant. Il se trouve que pour une partie de la population attrape, il y a parfois une méconnaissance de certains termes juridiques, parfois une méconnaissance également de la langue française, en tout cas dans ses plus grandes difficultés. Et lorsque les parents prennent connaissance du procès verbal, ils ne le comprennent pas forcément. Mais ils ne pensent pas non plus à demander des explications. Et ils signent au bas du procès verbal et quittent le commissariat de police. Les conséquences... Voilà. Alors, les conséquences, elles sont immédiates, puisque concrètement, lorsqu'ils interrogent leur fils ou leur fille, puisque mécontent de l'infraction pénale constituée, l'enfant dit écoutez, moi, personnellement, j'ai rien fait. Je me trouvais dans un groupe de jeunes, j'ai été interpellé avec tout le monde. Sauf que dans le procès verbal, il est bien précisé qu'il était effectivement détenteur, consommateur. Donc, c'est important d'expliquer. Donc, il est important que les parents déjà sachent précisément ce que l'adolescent a fait. Ensuite, il est important également de rappeler à l'adolescent que la consommation de ces produits est une consommation illégale, de rappeler à l'adolescent le cadre pénal, c'est-à-dire ce que pourrait être la réponse pénale du magistrat si le magistrat avait à prononcer une réponse pénale plus forte que celle simplement de la mise en garde à usager de cannabis. Donc il est important de remettre ce cadre en place pour qu'on puisse éventuellement déjà parler de ce qu'on appelle la théorie de la dissuasion, c'est-à-dire de lui dire si tu réitères cette infraction pénale, tu as plus à perdre qu'à gagner. À perdre donc, peut-être une partie de ta liberté, peut-être être en difficulté par rapport à l'école parce que tu ne pourras plus aller à l'école et ainsi de suite. La suite dans l'avenir, donc on comprend que le dialogue est important. Avant de terminer cette émission, je voudrais qu'on écoute un micro-trottoir d'habitants. On est allé dans les rues de Saint-Quentin pour demander en quoi, pour les gens, c'était important de rapprocher justement la police de la population. On va écouter leurs réponses. S'ils sont vraiment proches de la population, ça te permet de les juger ou quoi sur leur situation familiale ou quoi, là non. Oui, mais dans certaines limites. Qu'ils essaient de comprendre les problèmes. Je pense que ça serait mieux, oui. Meilleure coopération entre les habitants et la police. C'est un savoir vivre ensemble, parce que je crois qu'on a besoin de rassurer les populations autant qu'elles ont besoin d'être rassurées, d'être entourées et protégées. Les policiers sont pas vraiment ce qu'il y a de plus aimé dans la société. Du coup, je pense que c'est important, ne serait-ce que pour eux, qu'ils puissent avoir le respect et la reconnaissance qui leur est due, comme pour nous, qu'on se sente protégés et voilà. Voilà, on sent bien que c'est très important. Ça va dans le sens de votre structure psychosociale implantée à Trappes. Je vous remercie en tout cas tous les quatre d'être venus en plateau. Donc, je rappelle que cette structure est ouverte depuis 5 ans à Trappes et elle ouvre, ou en tout cas elle continue son action maintenant sur Saint-Quentin en Yvelines, sur le district d'Elancourt, mais qui couvre l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est dire que
regarde son Louis Chapuis, c'est-à-dire que ça fonctionne bien, et en tout cas ça, Oui, ça interpelle. je dirais même qu'à un Pour certain moment, conclure. on sera victime de notre succès parce que, Oui, parce que là, ils sont que 3. d'une année sur l'autre, le nombre de contacts augmente et on aura peut-être un jour du mal à satisfaire à la Et, oui, et ils ne sont que 3 et vous avez traité en un an 1200 dossiers. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous 4 d'être venus sur le plateau du 7-8 Société. Bonne soirée.